Je m'appelle Alain Deneau. Je suis chercheur, enseignant et conférencier. Je travaille sur le problème des paradis fiscaux depuis longtemps et je donne régulièrement des conférences sur la question. Quand j'ai commencé à parler des paradis fiscaux, moi c'était en 1999, je peux même situer la date, c'est le 24 septembre 1999 que je me suis intéressé à la question quand j'ai vu dans le quotidien La Presse un article relégué à la page C3 du cahier économie, enfin quelque chose d'assez anecdotique, disant que Paul Martin avait inscrit sa flotte, enfin la CSL de Paul Martin, le Canada Steamship Line, dont il était l'actionnaire unique, il disait qu'il avait inscrit toute sa flotte maritime à la Barbade et que cette flotte maritime était gérée depuis un holding des Bermudes. Cet article de journal m'avait interpellé. J'ai commencé alors mes recherches sur les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux représentent une série de menaces troublantes pour nous tous. Allons voir pourquoi. Nous connaissons tous les paradis fiscaux. Ils sont de plus en plus souvent mentionnés dans les médias, au cinéma et dans les bandes dessinées ou les romans. Les questions d'évasion fiscale, de fuite fiscale, de fraude, de corruption font partie de l'actualité. Et on retrouve toujours, pas loin, des paradis fiscaux qui les permettent. La Barbade, les îles Caïmans, le Panama, le Luxembourg, la Suisse ou Singapour. Cela a de quoi préoccuper les populations du monde. Nous ne sommes pas seuls. C'est pas une initiative très originale aujourd'hui à Montréal, en ce vendredi matin, de se réunir pour parler des paradis fiscaux. On peut se dire que cette semaine, à Londres, à Vienne, à Sao Paulo, à Mexico, à Los Angeles, à Tokyo, il y a eu peut-être des gens comme nous qui se sont rencontrés pour parler du problème offshore en tant qu'il est mondial, en tant qu'il concerne les peuples. Et on sent une convergence internationale là, dans la prise de conscience du problème majeur que constituent les paradis fiscaux par rapport aux institutions de biens publics et par rapport à toute forme d'organisation du bien commun et des services publics. Que sont les paradis fiscaux? La définition des paradis fiscaux porte généralement sur 4 points. Les paradis fiscaux sont des pays qui prévoient un taux d'imposition nul ou quasi nul, prévoit le secret bancaire pour garantir auprès de ceux qui ouvrent un compte bancaire ou créent une filiale d'entreprise une discrétion complète quant à l'identité des gestionnaires, des propriétaires ou des bénéficiaires, de même qu'une discrétion absolue sur la nature des transactions qui sont effectuées depuis le paradis fiscal. Ce sont des territoires qui prévoient un système de loi ultra-permissif rendant à peu près tout possible et prévoient que les activités qui y ont cours soient strictement comptables et ne relèvent pas de l'économie réelle. Surtout, les paradis fiscaux ne rendent possible aucune coopération avec les États étrangers enquêtant sur des acteurs inscrits chez eux. Ce sont au fond des actifs qui évoluent, on pourrait dire, hors la loi. En tout cas, hors notre loi. Hors la loi du pays dans lequel, habituellement, ces capitaux-là ont pu être générés. Par exemple, lorsqu'on constate que les Canadiens investissent en 2012 près de 60 milliards de dollars à la Barbade, faisant de cette minuscule économie la 3e destination d'importance en ce qui concerne les placements des Canadiens à l'étranger, et ce sans qu'il n'y ait de chantier industriel en cause, on peut soupçonner ce pays d'offrir aux Canadiens des avantages fiscaux bien particuliers. Comment cela se passe-t-il? On compte plusieurs dizaines de paradis fiscaux dans le monde. La plupart d'entre eux sont des législations des Caraïbes relevant de la couronne britannique, les Bahamas ou les Bermudes par exemple. Des pays de petite taille en Europe comme le Luxembourg, Monaco, le Liechtenstein ou la Suisse. De même que les îles asiatiques comme les îles Marshall. 2 grandes catégories d'utilisateurs recourent aux paradis fiscaux. Premièrement, les banques, les entreprises et les particuliers fortunés qui se retrouvent le plus souvent dans les grands marchés comme New York ou Londres. Deuxièmement, le crime organisé et les grandes mafias internationales engagées dans toutes sortes de trafics ou d'activités illégales, les armes, la drogue, la corruption, la traite des humains. Quels effets ont ces pays et ces législations sur notre monde? Ils permettent aux entreprises et contribuables fortunés de contourner leurs obligations
dans les pays fiscalement responsables, là où on prévoit des impôts afin de fournir les services publics et les programmes sociaux dont nous avons besoin collectivement. Par exemple, comme l'illustre la couverture de cette bande dessinée, un juge français est dans l'impossibilité d'enquêter sur un citoyen de son pays, sitôt que celui-ci se trouve de l'autre côté de la frontière suisse. Dans ces deux livres, Controlling Interest et Who Owns Canada Now, la journaliste Diane Francis dresse une longue liste de Canadiens fortunés qui ont trouvé refuge dans les paradis fiscaux ou qui ont placé leurs actifs. Les paradis fiscaux permettent aux entreprises de contourner les impôts tout en restant enregistrées au Canada. Une des méthodes prisées s'appelle le prix de transfert. Cette courte vidéo présente bien la technique. Dans son usine, MNC produit des téléphones. Pour ce faire, elle bénéficie de nos infrastructures, de notre système légal et bien sûr de notre main-d'œuvre bien formée et en santé. MNC a reçu une commande de 1000 téléphones d'un client européen. Elle les vend $1 chacun à sa filiale MNC Caraïbes, en réalité un petit bureau dans une petite île. MNC Caraïbes revend le produit au client européen à son juste prix, disons $25 chacun. Pas un seul téléphone n'a transité par les Caraïbes. MNC Caraïbes a néanmoins fait des profits de $24 000. La filiale de la société canadienne devra bien sûr payer des impôts. Combien? $240, puisque dans cette île, ils sont établis à 1% des profits. MNC Caraïbes pourra donc verser $23 760 à Multinational Canada. MNC n'aura pas à payer d'impôts ici, puisque la somme a déjà été imposée dans les îles des Caraïbes. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne dans le cas du Canada et de la Barbade? Cela fonctionne parce qu'en 1980, notre gouvernement a signé avec la Barbade un accord sur ce qu'on appelle la non-double imposition. Hein? L'idée, c'est de dire que si des capitaux ont été imposés à la Barbade et qu'on les transfère à nouveau au Canada, on ne va quand même pas les imposer une deuxième fois. Bon. Et au fond, comme souvent, ces modalités administratives ont historiquement un sens. Par exemple, on peut comprendre qu'entre l'Allemagne et le Canada, il y a un traité de non-double imposition. Parce que quand Bombardier, qui a son siège social à Berlin quant à ses activités internationales, enregistre un revenu en Allemagne et paie des impôts sur ce revenu et ensuite transfère le montant au Canada, on peut comprendre que Bombardier dise au gouvernement fédéral, mais écoutez, sur ce revenu-là, vous voyez, j'ai déjà payé des impôts en Allemagne, vous allez quand même pas m'imposer 2 fois sur ce même revenu. Donc, disons que dans une économie libérale, on n'est pas obligé de l'aimer, mais dans une économie libérale, on peut concevoir que les choses fonctionnent comme ça. Bon. Le problème avec la Barbade, c'est que quand le gouvernement canadien signe un accord de non-double imposition avec la Barbade, il sait très bien qu'il n'y a pas d'impôt là-bas. Enfin, à tout casser, il y a un impôt qui oscille entre 1% et 2,5%. Alors, Fromage Québec Inc. dit au gouvernement, écoutez, sur ces fonds-là, j'ai déjà payé des impôts, j'ai payé 1% d'impôts, c'est dégueulasse, vous allez quand même pas m'imposer en nouveau, quoi. Et on fait semblant que c'est censé. Et ce type d'échappatoire est administré par tous les États de droit du monde pour permettre à l'establishment de ces pays respectifs de contourner les règles fiscales en vigueur chez nous. Bien sûr, les gouvernements, notamment le nôtre, répondront que les règles fiscales ont été resserrées pour empêcher les abus. C'est vrai. Malgré tout, un grand nombre de multinationales continuent d'avoir recours à des planifications fiscales internationales complexes leur permettant de payer un taux d'imposition ridiculement bas. Par exemple, Google n'a payé que 2,4% d'impôts en 2011, 2,4% d'impôts sur l'ensemble de ses profits dans le monde. Évidemment, pour ce faire, elle a placé aux Bermudes presque 10 milliards de dollars. Et bien d'autres multinationales utilisent les mêmes stratagèmes avec les mêmes résultats. Mais le problème excède le cas des seuls paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ne constituent en effet qu'un type d'État parmi tous ceux qui nuisent au bien commun. On compte aussi dans la même catégorie toutes les législations de complaisance. Ces législations de complaisance sont des pays ou des territoires qui permettent à des acteurs puissants de contourner les règles en vigueur chez eux, tout simplement en enregistrant leurs activités dans des pays où la réglementation n'existe pas plus qu'un mirage. Il y a les ports francs,
qui permettent l'enregistrement des navires pour contourner les règles du transport maritime, les zones franches, qui permettent la création d'industries n'ayant pas à respecter les normes du travail, les lois protégeant l'environnement et bien sûr les impôts, les paradis réglementaires et judiciaires, qui permettent aux entreprises et citoyens fortunés de contourner les règles contraignantes qu'ils rencontrent chez eux. Le Canada, par exemple, attire chez lui 75% des sociétés minières du monde, en raison de son cadre politique, financier, judiciaire et diplomatique avantageux pour elle. Les conséquences sont évidemment dramatiques. Environ 2 navires sur 3 sont enregistrés dans les ports francs. Plusieurs d'entre eux ne prévoient aucune réglementation sur la sécurité au travail, sur les salaires, sur l'entretien des navires ou sur le traitement des déchets toxiques. Les zones franches ramènent les droits du travail au 19e siècle et placent les travailleuses et travailleurs du monde en concurrence défavorable les uns avec les autres. En résumé, ces législations de complaisance permettent de contourner les règles que nous avons pris des siècles à mettre en place pour tenter de civiliser l'activité économique. Le phénomène des paradis fiscaux et des législations de complaisance est loin d'être marginal. Selon la Banque des règlements internationaux, soit une institution internationale dirigée par les principales banques centrales du monde, plus de la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux. Plus de la moitié de tout ce qui se transige sur la planète. C'est pas un petit problème de délinquance. C'est pas le problème d'une économie parallèle. C'est pas le problème d'un groupe social qui serait en quelque sorte déviant. Il s'agit d'un problème constitutif de l'ordre libéral lui-même et de la mondialisation elle-même. La moitié des fonds financiers mondiaux transitent par les paradis fiscaux ou s'y concentrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que les fonds qu'on y trouve ne sont pas seulement dissimulés. Très souvent, on parle des paradis fiscaux comme si c'était un ailleurs nébuleux. Non, c'est l'évasion fiscale, ce sont les fuites fiscales, c'est l'exode, c'est l'ailleurs. On en parle comme sur un mode exotique, comme si on était encore à l'époque des pirates qui planquent leur butin dans des îles exotiques pour éviter qu'on les retrouve. Alors qu'on n'est pas dans un mode comme ça où on fait seulement cacher l'argent dans les paradis fiscaux, on mène des opérations. C'est la face cachée de la mondialisation libérale. Les paradis fiscaux permettent de mener des opérations et de rendre au fond des acteurs souverains, mais souverains sur un mode qui s'affranchit des États. 50%, ça veut dire, selon le Tax Justice Network USA, 31 000 milliards de dollars qui sont consignés dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux et les législations de complaisance provoquent ainsi une course vers le bas. Ils amènent les États à taxer moins les détenteurs de fortune et les grandes entreprises. Ils amènent les États à alléger leurs réglementations. Ils rendent dérisoires nos institutions publiques et nos débats publics. Ils nuisent souvent aux populations pauvres qui vivent dans les États transformés en paradis fiscaux. Et les gouvernements dans cette histoire, que font-ils? Les États jouent à fond la carte de la concurrence fiscale. Ils n'osent plus imposer les entreprises par crainte qu'elles inscrivent leurs actifs à l'étranger. Partout sur la planète, les taux d'imposition des entreprises sont donc en chute libre. Par exemple, en 2007, le ministre québécois des Finances, Michel Audet, a réduit la taxe sur les revenus de placement des entreprises de 16,25% au taux de 9,9%. Il donnait l'impression de confondre le taux d'imposition de l'État du Québec au prix d'un article dans un grand magasin. Il s'est justifié en disant que les gouvernements souhaitaient éviter une fuite des capitaux. Pendant ce temps, les États s'endettent. Nos gouvernements empruntent des fonds auprès d'institutions financières et d'investisseurs qu'ils n'imposent plus et dont on retrouve bien souvent les actifs dans les paradis fiscaux. Puis on nous dit qu'il faut toujours davantage couper dans les services publics s'il ne s'agit pas de les tarifer. Mais il y a pire. Parce qu'en fait, ce sont les États eux-mêmes qui rendent bien souvent possible l'utilisation des paradis fiscaux. Les dépendances britanniques des Caraïbes ou d'Europe sont très souvent des législations de complaisance. Les États-Unis ont chez eux un paradis fiscal redoutable en le Delaware. La Chine compte sur Macao, tandis que la France a elle-même ses paradis fiscaux amis. Par exemple, c'est dans les îles Marshall, un port franc rattaché aux États-Unis, que s'est trouvée enregistrée la plateforme mandatée par BP pour exploiter les ressources pétrolières au large du golfe du Mexique.
La société ne dépendait donc pas de la législation des États-Unis, mais de l'indifférente administration de cette île asiatique. Le statut de port franc des îles Marshall a paradoxalement été créé par les États-Unis. On se souvient qu'une importante marée noire y est survenue en 2010 pour cause de négligence. Le Canada a pour sa part contribué à créer les paradis fiscaux britanniques des Caraïbes. Il a aussi noué historiquement des liens privilégiés avec certains d'entre eux. Ce sont des Canadiens qui ont participé à la création de quartiers d'affaires ou à l'élaboration de mesures réglementaires et législatives des Bahamas, des îles Caïmans ou de la Jamaïque. Aussi, il existe depuis 1980 un traité entre le Canada et la Barbade qui permet aux entreprises et citoyens canadiens de rapatrier des revenus de la Barbade sans payer d'impôts. Le Canada démultiplie en fait aujourd'hui cette possibilité avec les pays qui signent avec lui un accord d'échange de renseignements en matière fiscale. Dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Canada partage son siège avec un collectif de paradis fiscaux, notamment formé d'Antigua et Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de Saint-Kitts-et-Nevis, ainsi que de Saint-Vincent et les Grenadines. Étant donné cette complicité, il n'est pas étonnant que le gouvernement reste à peu près muet. Il a fallu des années avant que les agences fiscales de notre pays osent ne serait-ce qu'évoquer le problème des fuites fiscales occasionnées par les paradis fiscaux. Comme les lois permettent aux entreprises de contourner l'impôt légalement, nos autorités se contentent de dire, par exemple dans ce document du ministère des Finances du Québec, que les entreprises de grande taille sont proportionnellement moins portées à cacher des revenus que celles de petite taille. Lorsqu'on prétend faire la lutte à la fraude fiscale, on vise donc en priorité les petits commerçants, la coiffeuse du coin, le restaurateur de quartier, la travailleuse autonome ou l'ouvrier en construction. Mais que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Il faut d'abord se renseigner, lire, parler, échanger. Il existe de plus en plus d'informations sur cette question. La première chose à faire, si nous souhaitons collectivement nous opposer aux paradis fiscaux, est d'apprendre à les nommer. Ensuite, pour faire connaître ce problème important, militer dans le cadre de campagnes ou au sein de groupes qui s'intéressent à la question des paradis fiscaux. Par exemple, le groupe Échec aux paradis fiscaux, qui invite les citoyens à talonner les élus. Allez voir sur le site internet du groupe échecparadisfiscaux.ca. Il y a aussi Attaque Québec et le Réseau pour la justice fiscale. Il importe de lutter contre les ententes fiscales du gouvernement fédéral qui facilitent le recours aux paradis fiscaux et réclamer des modifications à ces ententes et aux lois et règlements. Finalement, on peut inscrire dans les plateformes d'autres groupes de pression la question même des paradis fiscaux. Les artistes, les étudiantes et étudiants, les artisans du système d'éducation et de la recherche, les infirmiers et infirmières, et les médecins, les tenants d'un Québec sans pauvreté, les défenseurs de l'économie locale et de la petite entreprise, tous ont des raisons de s'inquiéter du problème des paradis fiscaux et des législations de complaisance. Tous doivent se mobiliser pour forcer les gouvernements à agir. Je souhaite que bientôt, il n'y ait plus de personnes ressources pour parler des paradis fiscaux. Je souhaite me saborder et que nous parlions tous des paradis fiscaux dans nos secteurs respectifs. Je rêve du jour où un artiste recevra un trophée et plutôt que de remercier je sais pas qui, parlera des paradis fiscaux pendant 2 minutes pour expliquer que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à financer les troupes de théâtre, les compagnies de danse, les musées et les éditeurs. Je rêve du jour où les infirmières, les médecins qui croient à la santé publique vont parler des paradis fiscaux comme étant au cœur du problème du financement du système de santé. J'espère qu'un jour des ingénieurs et des gens qui croient en l'économie locale et qui sont en concurrence avec Walmart et avec Monsanto vont parler des paradis fiscaux comme empêchant l'État de les soutenir dans l'œuvre qui est la leur au quotidien. Je souhaite la même chose par rapport à ceux qui militent pour un Québec sans pauvreté. Je souhaite que dans les syndicats, évidemment, la question des paradis fiscaux soit au centre des négociations, qu'on exige qu'il y ait des mesures de représailles contre les fraudeurs fiscaux, mais aussi contre la réglementation qui rend souvent légal l'évitement fiscal. Et le jour où on en parlera tous sur un mode transversal, on aura marqué une vraie avancée et on pourra, comme peuple, marquer un rapport de force. Merci.